Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin Bretagne. Nous sommes ravis de vous accueillir en cette matinée. Nous recevrons un scientifique, chercheur en neurosciences comportementales et nutrition, David Vallaillé. Il est directeur de recherche à l'INRA, à l'Institut Numécam de Saint-Gilles en Ille-et-Vilaine. Et il nous parlera de notre deuxième cerveau méconnu. Et oui, saviez-vous que notre ventre abrite 200 millions de neurones, soit l'équivalent du cerveau d'un petit animal de compagnie. On ne le sait pas forcément, il partagera ses connaissances avec nous, vous verrez, c'est passionnant. Après nous être intéressés à l'intelligence de notre ventre, eh bien on parlera de sa santé avec le professeur Guillaume Bouguin du CHU de Rennes. Comment accompagner les patients qui souffrent de maladies des intestins? Quels espoirs fondés dans la recherche? Eh bien, il nous expliquera ça tout à l'heure. Avec Gwendoline Brahim, nous nous pencherons sur une question essentielle dans beaucoup de familles. Quelle place accorder aux écrans pour nos enfants? Pas si simple à gérer, elle nous donnera quelques clés. Coup de projecteur également ce matin sur un projet de recherche en financement participatif sur la plateforme Kengo. Il s'agit de Tijouet, un chantier d'insertion situé à Landerneau qui offre une seconde jeunesse à vos jouets. Nous verrons cela avec Marjorie Grégoire. Et puis nous retrouverons aussi la rubrique emploi de notre expert en recrutement Sébastien No. Ce matin, il nous expliquera comment trouver un job grâce à Twitter. Et puis, nous tenions à vous présenter deux Rennais pas comme les autres. Ils s'appellent Clémence Collin et Samuel Genin. Ils forment le groupe Albariquette, un duo musical en chant-signe. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va vous expliquer très rapidement. C'est un mélange de chansons acoustiques et de langue des signes. L'alchimie entre cet artiste sourd et ce chanteur guitariste est totale. Ils viendront nous présenter leur dernière création en live, Ulysse, maudit sois-tu. Sans oublier l'ami Billy qui nous fera découvrir les plantes aromatiques ce matin du côté de Bollon. Voilà, côté météo, ça ne vous a pas échappé. L'hiver s'est installé. Alors, autant de raisons de rester avec nous, connectés sur la page Facebook de France 3 Bretagne ou sur notre chaîne. Voilà, l'émission est diffusée en live. Vous n'hésitez pas, vos questions, vos réactions, on les attend. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Je suis bien entourée ce matin, comme presque tous les jours et comme tous les jours même. Bonjour David Vallaillé. Bonjour Laurence. Vous êtes neurobiologiste, on va dire c'est comme ça, directeur de recherche à l'INRA, à l'Institut Numécam de Saint-Gilles en Ille-et-Vilaine. Et ce matin avec vous, on découvrira notre deuxième cerveau méconnu, c'est le ventre. Voilà, on en parlera dans quelques instants. À côté de vous, Sébastien No qui nous parlera de Twitter et de la magie de Twitter. On peut trouver un emploi grâce à Twitter. Avec vous, Gwendoline, on évoquera les écrans. Attention, danger. On verra ça. Et puis avec vous, Guillaume Bouguin, ce sera les maladies des intestins. Vous nous direz tout. Voilà, je vous propose, David et Guillaume, puisque vous êtes scientifiques tous les deux, peut-être que vous vous intéressez aux plantes aromatiques, aux propriétés de ces plantes, peut-être. On s'y intéresse forcément un peu, puisque d'un point de vue médical, les patients nous en parlent et ont beaucoup de questions, donc on est obligé d'aborder le sujet par moment. Bon, alors je vous propose qu'on aille retrouver Billy du côté de Bollon. Il va nous en dire un petit peu plus à leur sujet. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Alors là, on est à Bollon, c'est ça? C'est ça. La ferme Les Champs de l'Air. Le champ de l'air. Le Champ de l'Air. Et donc ici, on fait quoi? Alors nous ici, on produit des plantes aromatiques et médicinales D'accord. en bio sur 2 hectares et c'est des plantes qu'on cultive, que l'on sèche D'accord. et que l'on commercialise sous forme de tisane. Ok, donc des plantes en bio, c'est ça que tu m'as dit? En bio, ouais. Donc on fait des tisanes. Alors il y a quoi comme style de plantes? On a combien exactement de variétés? Donc nous, on cultive 60 plantes différentes. Ah oui, 60 quand même. C'est ça. Donc des plantes médicinales qui vont nous apporter des bien-être pour nous, quoi, c'est ça? C'est ça. Bon. Et après, vous faites des mélanges, des machins, c'est toi qui fais les recettes ou Alors, il y a des recettes que j'ai composées moi-même, il y a des recettes que j'ai fait avec des élèves de l'École des plantes de Paris. D'accord, super. Et il y a des recettes qui ont été faites par des naturopathes. Et on fait combien de petits sachets comme ça? Parce que là, je voyais, il y en a pas mal de petits sachets. Là, ça bosse en ce moment. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, les gars, ils sont en train de faire la partie ensachage. C'est ce que je vois, verveine citronnelle. Là. C'est ça. Et donc, combien de sachets par an vous faites? Donc nous, on commercialise à peu près 60 000 sachets par an. D'accord. Sur le département. Ok. Voilà. Et on peut venir chercher ça où? Chez toi, Donc là, directement? on peut venir chez nous.
Mais sur rendez-vous, il ne faut pas venir à l'improviste parce que D'accord, l'été, c'est on pas- est c'est pas beaucoup une dans les boutique, quoi. champs. Il y aura une petite boutique d'ici quelques mois. D'accord. Mais pour l'instant, il faut passer un coup de fil. Et puis sinon, on diffuse dans diverses enseignes bio et magasins de producteurs du département. Ok, donc on peut te retrouver un peu partout, là où il y a des bons produits, des machins. Voilà, Parce que là, là, où il y je a des voyais, produits locaux. Là, il y en a un, ça m'intéresse, parce que moi, on va faire des petits Excel là, cet hiver, là, avec Noël et tout ça. Et là, je vois détox. Donc là, c'est plein de petites plantes. Tu mets quoi, par exemple, là-dedans, dans la détox Alors, il y a tout ce qui est plantes alcalisantes, Ah oui, là, il y en a une. détoxifiantes. Ouais, donc elle est très complexe, hein, cette tisane. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est une naturopathe. Il y a 34 plantes. C'est D'accord. assez rare hein, de trouver des tisanes avec autant de 34 plantes. plantes. Ah oui, donc là, il y a Voilà. plein de vertus dedans, là. Voilà, c'est ça. Plein d'arômes aussi, du coup. Ok, et donc du coup, tes plantes que tu as là, tu disais que tu les produisais, tu prends rien dans la nature, tu prends tout comme ça que tu fais toi-même? Donc si, on fait un petit peu de cueillette sauvage, D'accord. mais c'est vrai qu'en Bretagne, c'est pas évident de faire de la cueillette sauvage parce que nous, on est en bio, donc il faut des sites Protégé, quoi. protégés. Donc on cueille sur des fermes en bio, chez d'autres collègues. D'accord. Par exemple, on a une ferme où on cueille le frêne, 2 fermes où on cueille de l'ortie, Tu aquilée. sais où aller, quoi. Je sais où aller, ouais. Parce que là, en ce moment, c'est l'hiver, là, il n'y a plus de plantes, quoi. Donc nous, les récoltes s'arrêtent fin octobre, début novembre. Ok, Voilà. donc là, le boulot, les garçons, l'hiver, c'est au chaud, on est bien, là, on n'est pas dans les froids, dans les champs, quoi. C'est ça, ouais, nous, on a cette chance-là, ouais. Et alors là, je vois qu'elles sont bien sèches, tu fais comment pour les faire sécher? Donc on a différents types de séchoirs. Donc il faut savoir qu'un bon séchage doit être rapide. Ok. C'est plutôt 3-4 jours. Pour éviter que ça pourrit, quoi. Voilà, c'est ça. Bon. Et puis à l'abri de la lumière. C'est ça. Ça, c'est et le important. séchoir, c'est ce qu'on va aller voir après. C'est ça. Bon, on va se retrouver tout à l'heure, on va aller voir le séchoir, et là, on va parler vraiment des petites plantes et des petites astuces, tu vas nous faire des petits trucs. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Billy. On imagine qu'il y a tout le jardin dans certaines tisanes, parce que plus de 30 plantes, impressionnant. Allez, on vous retrouvera dans quelques instants. On va maintenant se pencher sur un sujet sensible, ô combien dans beaucoup de familles, la place des écrans à accorder à nos enfants. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Alors, oui, attention, danger, Non, il y a sujet pas que du danger compliqué. dans les écrans. On voit souvent des campagnes de sensibilisation qui expliquent que pas d'écran avant 3 ans, 3 ans. pas de console de jeu avant 6 ans, pareil pour Internet 9 ans, les réseaux sociaux, voilà, etc. Mais alors souvent, on n'explique pas vraiment qu'est-ce qu'on peut montrer à nos enfants. Parce que c'est bien beau de dire attention aux écrans, mais ils sont tellement présents que parfois on ne se rend pas compte, mais les enfants ont accès à des choses qui n'auront pas forcément, ils n'ont pas intérêt à voir et qui peut être très traumatisant ou perturbant pour eux. Alors, Le cinéma. le cinéma, Par exemple. alors, la sortie au cinéma. En général, quand on est des petits, on se prend pas trop la tête, on choisit un dessin animé, on est sûr, il n'y a pas de souci. Mais quand ils grandissent, c'est là que vient un petit peu le souci. On ne sait pas trop si on reste dans le dessin animé parce que ça les intéresse plus trop, si on passe vraiment dans le film de grand. Et on a le doute, on veut leur faire plaisir, alors on ne sait plus trop. Alors le mieux dans ces cas-là, c'est de commencer par regarder la bande-annonce. En général, on se fait vaguement une idée du film. Ensuite, on demande au personnel du cinéma, parce que même les films qui sont à partir de 10 ans, parfois finalement, c'est plutôt recommandé à des enfants de 12, 13, voire 14 ans. Et il y a un site internet qui est très bien pour ça, ça s'appelle Film Âge. Donc vous tapez le nom du film. Donc sur le site, vous allez avoir la recommandation donc, du CSA, je pense que voilà, c'est ça qui met les recommandations pour les films, mais aussi la recommandation plutôt en fonction de l'âge de l'enfant et sa perception des choses. Parce que souvent, nous, ça ne va pas nous faire peur ou ça va être très anodin, mais pour eux et leur petit imaginaire, ça va être très très impressionnant, surtout sur le grand écran qu'est le cinéma. On minimise souvent la perception de l'enfant, il faut faire très attention. Qu'en est-il de l'actualité de la télévision et du journal télévisé, donc du coup en particulier? Alors souvent, voilà, la télé, elle est allumée à la maison, on va regarder une série, les enfants vont jouer à côté dans le salon, dans leur chambre ou descendre. Ils vont voir finalement des choses sur l'écran c'est pas fait pour eux, mais on se rend plus compte parce que nous, on est absorbés par ce qu'on regarde. Pareil pour les informations. Souvent, ils ne vont comprendre que des brides de ce qu'ils vont entendre. Donc ensuite, dans leur imaginaire, ils vont s'inventer plein de petites choses. Je pense surtout quand il y a eu les attentats, les enfants qui ont entendu des brides comme ça à la radio ou aux informations qui, après, dans la cour de récré, se font tout un petit monde entre copains et qui arrivent à la maison, parfois terrorisés à l'idée qu'il puisse leur arriver quelque chose demain. Il faut faire très, très, très attention. Bien sûr, il faut en parler avec eux parce qu'ils ont besoin de comprendre le monde dans lequel ils vivent. C'est important. Pour ça, il y a comme le petit quotidien qui est fait pour les enfants, avec des questions qui peuvent se poser et des mots qu'ils peuvent comprendre et des explications beaucoup plus claires pour eux. Il faut en parler avec eux. Mais voilà, en parler. Donc, ne pas éluder, mais accompagner de manière pédagogique. Après, à partir de 7-8 ans, je pense qu'un enfant de 5-6 ans, il n'a pas vraiment d'intérêt à savoir ce qui se passe vraiment dans le monde de l'actualité. Mais à partir de 7-8 ans, oui, c'est important qu'ils sachent ce qui se passe, mais qu'ils puissent mettre des mots dessus et aussi, eux, exprimer ce qu'ils ressentent face à ça. Alors, on termine par le plus compliqué, Internet.
Alors facile Internet, ça maîtriser. fait vraiment partie du quotidien. Donc Ouais. il ne faut pas les empêcher d'avoir accès à l'ordinateur. Il faut les accompagner. Il y a des moteurs de recherche comme Qwant qui est préconisé par l'Éducation nationale, qui est très très bien fait. Donc ça va quand même filtrer beaucoup de contenu qui peut choquer les enfants ou les perturber un petit peu. Donc il ne faut pas hésiter à installer ce genre de filtre sur votre ordinateur. Essayez de trouver des filtres qui sont vraiment faits pour ça. Parce que quand vous avez des... Donc il y a Qwant Junior, ça existe? Voilà, alors Qwant Junior, ça existe. Vous allez sur Internet, vous mettez ça en page d'accueil. Et l'enfant, quand il va allumer Internet, il va tomber sur Qwant Junior. Donc ensuite, il va faire sa petite recherche. C'est vraiment très simple. YouTube propose aussi YouTube Junior. Donc ça va être du contenu spécialement conçu pour les enfants. Il faut quand même faire attention et pas le laisser seul avec l'ordinateur. Parce que par exemple, des fois, vous avez des petites choses qui passent comme ça, qui sont pas top. Et pour les sensibiliser, alors moi j'ai découvert Vis et Lou. Alors c'est un site internet, vous avez des petits quiz, des petites vidéos qui vont sensibiliser les enfants à tous les petits dangers d'internet sous forme de petits jeux et de petites vidéos qui mettent en scène 2 enfants. Donc qui vont se retrouver face à la question des réseaux sociaux, qui vont se retrouver qui tapent une petite recherche et qui vont tomber sur du contenu pas tip top pour les enfants. Ça permet aux enfants de se sensibiliser. Il y a un petit jeu, ça leur permet de voir un petit peu ce qui peut arriver sur internet quand on n'est pas trop au courant de ce qu'il y a dessus. Et c'est plutôt sympa parce que ça dédramatise quand même la chose. Merci beaucoup, Gwendoline, pour tous ces conseils. Je vous le disais dans le sommaire de cette émission, le ventre est considéré aujourd'hui comme notre deuxième cerveau. Alors avant d'aller plus loin avec vous, David Vallayer, nous allons découvrir ensemble le teaser d'un documentaire de Céline Dangean sur lequel vous vous appuyez assez souvent lors de vos conférences grand public. C'est une production Arte France, Inserm et Scientifilm. On regarde. Ceci n'est pas un ventre, c'est un concentré d'intelligence. Il y a là-dessous l'équivalent du cerveau d'un petit animal de compagnie. Nous avons 200 millions de neurones dans notre ventre, à peu près autant que Timmy en a dans son cortex. Et on peut dire que Timmy est vraiment très intelligent. Les chiens ou les chats ont à peu près le même nombre de neurones que notre ventre. Et s'ils sont intelligents, alors le ventre est carrément hyper malin. La science nous réserve des surprises en redécouvrant ce que le sens commun sait depuis longtemps. Les angoissés ont l'estomac noué, les amoureux ont des papillons dans le ventre, les lâches manquent de tripes, et nous prenons parfois des décisions viscérales, la peur au ventre. Nous ressentons parfois très clairement que notre cerveau n'est pas le seul maître à bord. Mais que savent exactement les scientifiques sur ce qui se joue entre ventre et cerveau ? Ici se cachent non seulement des millions de neurones, mais des centaines de milliards de bactéries qui influencent en secret nos audaces et notre personnalité. Voyage dans les secrets de nos entrailles, à la découverte de notre deuxième cerveau. Incroyable, on apprend des choses folles. Vous êtes chercheur, spécialiste du comportement du cerveau à l'INRA, à l'Institut Numécam de Saint-Gilles en Ille-et-Vilaine. Et on a dans le ventre l'équivalent alors du cerveau d'un petit animal de compagnie. Incroyable. Vous l'avez dit, à peu près 200 millions en moyenne de neurones. Certaines estimations plus récentes disent même jusqu'à 500 millions de neurones. Donc c'est toujours 200 fois moins que dans notre cerveau, qui en contient 100 milliards. Mais 500 millions, à titre de comparaison, c'est ce que contient un cerveau de macaque, Rhésus par exemple, ce petit singe de l'Ancien Monde. Donc imaginez que dans votre ventre, vous avez l'équivalent d'un cerveau de petit singe. Mais c'est le cerveau qu'on appelle originel. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Originel parce qu'aux prémices de l'évolution, on n'avait pas ce cerveau extrêmement développé, ce cortex extrêmement développé comme on l'a chez les mammifères. On avait les premiers neurones qui existaient, c'était les neurones qui servaient à la digestion en fait, des aliments. On était des tubes digestifs très primitifs au tout début de notre évolution. Et avec l'évolution, avec des espèces, on a développé un deuxième cerveau très performant, le système nerveux central, par opposition au système nerveux entérique, le système nerveux de l'intestin. Donc il y a une conversation secrète, parce qu'on n'est pas vraiment au courant, entre notre ventre et notre cerveau. Est-ce que ces neurones veillent aussi à la digestion ?
Tout à fait. Alors, il y a une conversation qui est assez secrète parce que la plupart des processus se font de façon inconsciente, même si parfois on a conscience de ce qui se passe dans notre ventre. Hein. Quand on boit un bol de soupe, on a à la fois la chaleur, la distension de l'estomac. Ça, on en a conscience, mais il y a plein de processus qui sont totalement inconscients. Donc, cette communication, elle est bilatérale, elle va dans les deux sens. Elle est indispensable au bon fonctionnement de nos processus digestifs, absorptifs des nutriments. Il faut savoir que la digestion des aliments, l'absorption des nutriments, ça demande une grosse puissance de calcul, en fait. Si je fais l'analogie avec les ordinateurs, il faut une grosse puissance neuronale pour traiter toutes ces informations. Et le système nerveux de l'intestin, entérique, donc, il est à la fois délocalisé dans le ventre et spécialisé. Mais ce n'est pas parce qu'il est délocalisé et spécialisé qu'il fonctionne en vase clos, en quelque sorte, hein, parce qu'il discute tout le temps avec le cerveau. Le cerveau reste le chef d'orchestre, il envoie des consignes, des ordres au ventre, et en contrepartie, le ventre envoie en permanence, consciemment ou inconsciemment, des informations au cerveau sur son état interne. Donc ça veut dire que ça peut agir sur notre comportement, accroître ou diminuer l'anxiété, selon par exemple ce qu'on mange, ou des choses comme ça? Ou est-ce que la nature de ce qu'on a dans le ventre dès la naissance influe? Oui, alors les relations entre le ventre et le cerveau, elles ont été démontrées depuis bien longtemps maintenant. Hein. Il n'y a pas besoin des études récentes sur le microbiote ou le système nerveux entérique pour le prouver. On peut aussi bien avoir des influences du cerveau sur le ventre. Le stress, par exemple, quand on est stressé, on peut avoir des troubles digestifs, des nausées, des maux de ventre. Et inversement, si on a un déséquilibre, soit nerveux, soit de ces bactéries qui peuplent notre intestin, qui se met en place, qu'on appelle une dysbiose, quand le microbiote est déséquilibré, ça peut conduire à des troubles. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, des bactéries, mais aussi d'autres sortes de micro-organismes, des virus même, qui peuplent notre intestin. Et en général, quand on est en bonne santé, il y a un équilibre de ce microbiote. Et il peut y avoir des situations où un déséquilibre se met en place, c'est ce qu'on appelle une dysbiose. Et dans ces cas-là, on peut avoir des conséquences au niveau de notre comportement. Donc ça veut dire que ça peut être modifié. Ce n'est pas, on va dire, quelque chose que l'on a pour toujours, la qualité de notre microbiote. Il peut être déséquilibré. Oui, alors même si... Même si à la naissance, on acquiert un microbiote qu'on appelle le primobiote, qui va évoluer notamment en fonction de l'alimentation à laquelle on est exposé. Quand on va commencer la diversification alimentaire, ce microbiote va évoluer. Mais au fur et à mesure qu'on va grandir, il va relativement être équilibré. Et en fonction de ce que l'on va manger, de l'environnement auquel on va être exposé, il peut être soumis à des modifications, parfois qui peuvent être pathologiques. Donc, alors vous disiez, en discutant, en préparant cette émission, que selon les populations, on a un microbiote différent de base. Alors en 2008, il y a une étude qui s'appelle Métaïd, qui a été pilotée par l'INRA, qui était une étude très ambitieuse. C'était de génotyper, d'étudier le génome en fait, de ce microbiote qu'on appelle le métagénome. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est qu'il y a 3 grands, profils de microbiote intestinal qui ne sont pas forcément liés aux origines géographiques des gens, à leur profil, caucasien, africain, asiatique, même s'il peut exister des différences en termes de région. Notamment, il y a des études récentes qui ont montré que 2 régions de France, par exemple, on pouvait typer 2 microbiotes différents. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que je peux très bien avoir un microbiote plus proche d'une jeune chinoise qui habite à Pékin que du microbiote de mon voisin de plateau. Donc, non seulement... C'est ça, ça dépend. C'est ça. L'alimentation a un impact majeur sur la caractéristique de notre microbiote. Et même si on est tous habités par un microbiote d'équilibre, en quelque sorte, si on change drastiquement notre régime alimentaire, il y a de grandes chances pour que l'on modifie aussi notre microbiote intestinal. Mais de façon transitoire, parce que globalement, on garde quand même un La plupart du temps, stable. quand on essaye de modifier notre microbiote, soit par des antibiotiques, un antibiotique, ça va taper sur le microbiote intestinal, et pas que sur les méchantes bactéries qui vous attaquent. Il y a d'autres stratégies pour modifier le microbiote. Vous avez entendu parler des prébiotiques ou des probiotiques. Les prébiotiques, ce sont en fait à manger pour les bactéries. Généralement, on cherche à favoriser les bonnes bactéries, à donner à manger aux bonnes bactéries et à faire en sorte qu'elles croissent dans l'intestin. Et les probiotiques, ce sont elles-mêmes des bactéries ou des levures, par exemple, que l'on va apporter à l'organisme pour essayer de remettre en place un équilibre de ce microbiote. Et très souvent, ce que l'on voit, c'est que quand on apporte un prébiotique ou un probiotique, on arrive à modifier ce microbiote de façon transitoire, mais quand on arrête le traitement, le microbiote, par quelque magie, il arrive à revenir à son équilibre initial. Donc il y a une sorte d'adaptation entre notre propre être, notre génotype, notre génome, et puis ce qu'est le microbiote qui nous habite en fait.
Et donc c'est très difficile de modifier sur le long terme un microbiote intestinal. Merci beaucoup, David Vallayer. Je voyais que Sébastien avait une petite question pour vous. Ouais, j'aimerais savoir s'il y a un rapport avec le gras autour de la ceinture abdominale et si on perd des neurones en fait du coup et que du coup le traitement est peut-être un peu moins fort et que ça a un rapport, j'en sais rien. Alors c'est pas parce que vous prenez du gras au niveau abdominal que vous allez gagner des neurones au niveau de votre système nerveux entérique. Mais il y a des études qui montrent qu'effectivement l'adiposité excessive, l'obésité même morbide, associée à des maladies, des comorbidités, peut avoir des conséquences au niveau du cerveau, notamment délétères. On peut perdre des neurones au niveau du cerveau suite à des maladies inflammatoires, neurodégénératives, voire même dans certains cas d'obésité. Voilà, vous avez votre réponse, Sébastien. Merci beaucoup. Alors justement, on parlait de maladies. Eh bien, c'est pour ça qu'on va se tourner désormais vers le professeur Guillaume Bouguin. Vous êtes médecin spécialiste des maladies de l'appareil digestif au CHU de Rennes. Vous avez d'ailleurs l'habitude tous les deux de faire parfois des conférences ensemble. Voilà, vous travaillez dans la même unité. Ces propos ne vous surprennent pas, en fait. Notre ventre est bel et bien intelligent. Oui, il est bel et bien intelligent et malheureusement, moi, je vois la mauvaise conséquence en fait de ces dérégulations en fait, où on peut avoir l'apparition de maladies en fait, donc de l'intestin sur justement ce que disait David, en fait, des dysbioses. Donc, c'est des désordres intestinaux du microbiote intestinal en fait, qui peuvent être à l'origine, en partie en tout cas, de certaines maladies de l'intestin dont je m'occupe. Est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples de maladies où il y a une dérégulation du microbiote, le fameux microbiote ? Alors, ces maladies, il y en a plusieurs. Donc, celle dont je m'occupe particulièrement, c'est les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, on en retrouve deux principales maladies, ce qu'on connaît sous le nom de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique. Alors, probablement il n'y a pas que deux maladies. Et c'est un peu notre insuffisance de connaissances aujourd'hui qui nous fait simplifier les choses en dichotomisant deux maladies. Et c'est vrai qu'au cours de ces maladies-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une dysbiose, c'est-à-dire que les bactéries étaient différentes de sujets, entre guillemets, sains, avec moins de bactéries, et puis une composition de ce microbiote qui était un peu différente, avec souvent un peu plus de bactéries, on va dire, méchantes, et un peu moins de bactéries gentilles. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner les symptômes de ces maladies, justement ? Alors c'est assez simple parce qu'en gastroentérologie, dans la maladie de l'appareil digestif, souvent c'est les deux symptômes que les gens n'aiment pas trop parler, c'est les douleurs au ventre et les diarrhées. Donc diarrhées qui parfois peuvent être sanglantes, notamment dans le cas de la rectocolite hémorragique. Et c'est un peu le souci aussi de ces maladies, c'est-à-dire que c'est des maladies qui ne se voient pas et qui sont source d'un handicap très important en fait pour les patients. Imaginez devoir vous lever 3 ou 4 fois pendant cette matinale pour aller aux toilettes. Ça peut être un handicap relativement important et source d'invalidité, en tout cas chez les patients qui ont du mal souvent en fait, à l'expliquer et puis à le partager en fait, puisque ce n'est pas visible. Comment vous accompagnez justement au CHU les patients qui souffrent de ces maladies chroniques de l'intestin ? Alors l'accompagnement, on essaye d'être au mieux déjà médical, essayer de les soulager, puisqu'on peut aujourd'hui avoir des solutions pour les maintenir en rémission de leur maladie ou induire en fait donc des rémissions et n'avoir plus de symptômes. Donc le premier accompagnement, c'est essayer de les traiter efficacement. Ensuite, donc c'est essayer de répondre aussi à leurs questions sur au-delà de la maladie, avoir une prise en charge sociale avec la mise en place d'aides sociales et des contacts avec les assistantes sociales. Forcément, quand on parle du ventre, on parle beaucoup, et on en a déjà parlé au début de cette émission, de tout ce qui est régime alimentaire. Alors aujourd'hui, on n'a pas de régime alimentaire prouvé efficace en fait, dans ces maladies, mais souvent, il y a une demande d'accompagnement à ce niveau-là. Et puis, on a également aussi un gros soutien avec une association française qui est l'association François Aupetit, mieux connue sous le nom de AFA, où cette association nationale a des délégués au niveau des régions et des départements et offre en fait tout l'accompagnement non médical également aux patients et un soutien très important pour la prise en charge globale en fait, de ces maladies. Quels sont les axes de recherche sur lesquels vous travaillez désormais ? Alors les axes de recherche, ils sont multiples. Donc il y a tout ce qui est recherche de l'étiologie de ces maladies, parce que finalement on parle de dysbiose, on parle de
problèmes génétiques, mais on approche, on observe, mais on ne connaît pas encore l'origine de ces maladies. Et il y a tout le versant thérapeutique auquel le CHU essaie de faire partie au niveau national et international sur la recherche de nouvelles voies thérapeutiques pour tous ces patients qui aujourd'hui ne répondent pas au traitement que l'on dispose. Donc on essaie de mener plusieurs essais de phase 2, phase 3 pour obtenir de nouveaux traitements dans ces maladies. Merci beaucoup, professeur Bouguin, de nous avoir éclairé justement sur cette maladie, enfin sur ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, en complément de votre intervention, David Vallayer. Vous restez avec nous tous les deux. On va maintenant parler d'emploi avec vous, Sébastien, et vous allez nous donner des astuces pour trouver un job grâce à Twitter. C'est quand même... Ça paraît dingue comme ça. Oui, ça paraît dingue. Et souvent, on me dit bah, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, Twitter, on a tendance à le méconnaître. C'est-à-dire qu'on pense, quand on dit Twitter, on pense à Trump, on pense à Kim Kardashian, on pense à tout le côté people, politique, etc. On en oublie qu'en France, ça a eu un effet quand même de faire émerger des experts ou des pseudo-experts. Ouais. Je mets ça entre guillemets parce que c'est pas parce qu'on a des followers, des suiveurs, qu'on est forcément un expert, parce qu'aujourd'hui, on peut les acheter. Petite parenthèse rapide. Donc, Twitter, c'est quand même, pour expliquer rapidement, c'est un site de micro-blogage. Donc, on va y émettre des messages. Donc, on est passé de 140 à 280 caractères pour que ce soit un peu plus long. Il y a 300 millions de personnes qui l'utilisent sur la planète. Il y en a 22 millions en France. Comment ça marche? C'est assez simple. Vous vous inscrivez, vous écrivez une mini-biographie assez sommaire dans laquelle vous allez mettre des mots-clés. Ces mots-clés, vous allez les mettre le fameux hashtag dont on entend partout pour suivre un peu ce que j'appelle moi des encres. Donc vous mettez des hashtags emploi, je suis responsable commercial, vous avez marqué hashtag responsable, hashtag commercial. C'est des mots-clés qui vont permettre aux gens qui cherchent à un moment donné des informations de vous retrouver. Donc, d'un côté, comme je le disais tout à l'heure, vous allez écrire des petits messages. Si les gens pensent que c'est intéressant, ce que vous pouvez pousser comme message, donc quand je dis message, vous pouvez mettre un lien vers un article, vous pouvez mettre une photo, une vidéo, énormément de choses. Donc, avec des liens qui sont raccourcis, que vous trouvez sur Internet. Si les gens trouvent que c'est intéressant, ils vont vous suivre. Plus vous avez de suiveurs, followers, voilà, et plus forcément vous aurez d'influence. Donc, à l'inverse, vous allez, quand vous cherchez un job, regarder qui sont les influenceurs qui, en tapant hashtag emploi, hashtag recrutement par exemple, et vous allez des personnes qui vont ressortir. Donc je vous conseille forcément de les suivre pour pouvoir voir un peu l'actualité de ce qu'ils peuvent donner. Il y a des heures pour diffuser plus efficacement. Et ouais, ça paraît dingue, mais il y a des heures. Quand on s'adresse à des entreprises, c'est du lundi au jeudi, j'ai marqué entre 12h et 15h, et en fin de journée entre 17h et 18h. Votre message n'apparaît que quelques minutes, puisque les messages se poussent les uns aux autres. Donc je vous conseille... être vu tout de suite. C'est ça. Je vous conseille même donc d'utiliser des logiciels, parce que sinon on est tout le temps sur Twitter, et de mettre votre message 4 fois dans la journée. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est vu. Et si la personne vous dit je l'ai vu 2 fois ton message, tu lui dis c'est que tu travailles pas beaucoup parce que tu es tout le temps sur Twitter. Donc, juste un collectif. Donc, en 2015, il y a une entreprise en Corrèze qui a déposé le bilan et le dirigeant trouvait ça. Forcément, on ne savait pas comment faire pour justement trouver un emploi et reclasser ses salariés. Donc, ils ont créé un collectif qui s'appelle I4 Emploi. I comme influenceur. Le 4, c'est fort parce qu'on est dans influenceur pour l'emploi. Et donc, ça a créé une véritable communauté assez énorme, des millions de personnes, des recruteurs qui vont mettre ça dans leur biographie, hashtag I4 Emploi. Donc, quand vous cherchez un job aujourd'hui, vous mettez ça dans votre biographie, comme ça vous êtes repéré, vous y rajoutez votre mot, votre métier, et vous allez pouvoir chercher des offres d'emploi. Et donc, la solidarité a fait que tous les recruteurs, aujourd'hui, de leur côté, mettent ce hashtag juste à la suite de leur offre d'emploi. Pour conclure vite fait côté recruteur, parce qu'on était côté candidat, sachez que, et on ne le sait pas assez, on peut utiliser les publicités de Twitter pour faire des offres d'emploi. Et ça marche super bien, parce qu'on peut ultra cibler. Vous choisissez un follower qui a des milliers de personnes qui le suivent, et vous allez y mettre une offre d'emploi, et ça va se diriger vers toutes ces personnes. Donc si vous cherchez quelqu'un dans les ports de commerce, vous cherchez un influenceur port de commerce, et vous allez avoir tous les candidats qui vont recevoir votre offre d'emploi. Merci Sébastien, ça veut dire qu'on ne trouve pas un job, alors là franchement, c'est à désespérer. Allez, merci beaucoup. Vous restez avec nous, on va maintenant retrouver l'ami Billy à Bollon. Billy, où en êtes-vous ? Effectivement Laurent, donc nous sommes de retour maintenant, une fois qu'on a vu en bas comment ça se passait le sachet, on a vu que tu produisais, mais pour mettre en sachet, il faut sécher. C'est ça. Alors, du coup là on est dans, comment ça s'appelle cette pièce ? Donc ça s'appelle en fait une armoire à clé. Une armoire à clé. Voilà, okay. Une clé c'est ça.
D'accord. Voilà. Ok, Donc c'est un séchoir. ça marche. En fait. Et donc, du coup, tu mets combien de temps à sécher tes petites plantes? Alors dans ce séchoir-là, qui fonctionne plutôt à basse température, Ok. on met environ pour de la sauge, on va mettre 3 jours. Pour du calendula, Ah on oui. peut aller jusqu'à 6 jours. 3 jours seulement. Selon les plantes. Ok. Oui, il faut que ce soit assez court le séchage. D'accord. Pour éviter que les plantes reprennent de l'humidité. Et Ouais, puis oui, sinon ça bien. moisirait, quoi. C'est ça. Et elles peuvent du coup bien garder leur arôme. Et mieux se les conserver. vertus et tout ça, quoi. C'est ça. Donc, si on veut le faire à la maison, il faut qu'on le fasse ça dans une pièce bien sèche, sans humidité, etc. En gros, ce qu'on n'a pas, donc vaut mieux qu'on achète tes petites plantes à toi. Hein. Ou alors après, j'ai envie de dans un regarder, là. grenier à l'abri de la lumière, je vous en prie. Alors, tac. Alors, ça, c'est quoi? Alors ça, c'est de la passiflore. Ouais. Donc c'est pas la passiflore que vous pouvez avoir dans vos jardins, Avec les par grosses exemple. fleurs violettes, là? Voilà, c'est ça. Celle-ci, c'est la Passiflora incarnata. D'accord. Donc c'est une variété que nous on cultive sous serre, qui vient plutôt d'Amérique du Sud. Et elle a Donc, quoi comme vertu, celle-ci? elle est très bien pour les anxieux et les nerveux. Ouais. C'est vraiment une plante qui Anti-stress, ça. apaise. Ça Tout à marche, fait. passiflore, anti-stress. Alors après, ici. Ici, C'est joli, ça. Hein. ça c'est chouette, ouais. Ah ouais. Donc ça c'est le calendula, ce que les gens appellent le souci des jardins. Ah oui, la belle petite fleur orange, là, c'est Tout ça? à fait. Ça marche. Ah, tu ramasses une par une comme ça? Donc oui, les fleurs, c'est vrai que c'est un Le temps de boulot. travail impressionnant, mais donc on est 6 l'été pour pouvoir ramasser tout. Là, ça fait combien de temps? Parce qu'on voit qu'elles sont pas tout à fait sèches. Oh, regarde. Celle-ci, eh ben, c'est une récolte qu'on a fait la semaine dernière. D'accord. Mm. Ah oui, donc ça, c'est des fleurs de dans ce moment. Ouais, ouais, quoi. là c'est vraiment, mais c'est la fin. C'est les C'est la fin dernières, c'est les dernières récoltes. Et ouais. quand on achète les petits paquets de chez toi, là, c'est des fleurs de l'année? C'est l'année dernière, c'est comment? Donc nous, on s'engage à commercialiser la production de l'année, tout D'accord. simplement parce qu'elle elle est plus aromatique Ça en se fait. garde pas, quoi. Donc en fait, ça peut se garder. Si les gens ont des sachets qui traînent au fond des placards, il faudra en mettre un peu plus. D'accord, ok. Parce que ça perd quand même en arôme au bout de En- 2 ans. on En dit. propriété, Ouais, quoi. tout Et à ça, fait. c'est quoi, ça, ici? Donc ça, c'est de la sauge. Sauge Ah oui. officinale, hein, la sauge qu'à D'accord. peu près tout le monde a dans son jardin. Ok. Elle est un petit peu violette, là. Et alors, c'est quoi ses propriétés à elle? Donc la sauge, vous connaissez pas le dicton? Non. Alors, qui a de la sauge dans son jardin ne va pas chez le médecin. Qui a de la sauge dans son jardin ne va pas chez le médecin. Pas mal, ça. Donc, la sauge, il faut que tout le monde en ait à la maison, quoi. La sauge, c'est une bonne plante, c'est ce qu'on appelle une panacée. Ça veut dire D'accord. une plante qui va pouvoir soigner plusieurs choses. Ok. En l'occurrence, ici, elle est tonique, elle est digestive, elle est antispasmodique, elle est bien pour D'accord. les douleurs de règles. Ah, très bien pour les filles. Donc, la sauge. Et ici, là, nous avons... Oh là là. Là, ça sent bon, hein. Ouais, donc... C'est citron, ça. C'est citron. C'est de la verveine citronnelle. Donc Ah ça, ouais. c'est une plante qu'on produit aussi sous serre. D'accord. Parce qu'elle peut geler l'hiver et qu'on produit en assez grosse quantité parce qu'il y a énormément de demandes sur cette plante pour son arôme. Ça marche. Elle est aussi digestive, mais on la vend pour ses qualités aromatiques principalement. Ok. Et donc, tu la mets en paquet comme ça, avec les petites branches, avec tous les Alors trucs, là. non, nous, pour éviter que la tisane ait un goût un peu amer, Ouais. on retire toutes les tiges. Donc avec cette plante, Ah on va oui. faire ce qu'on appelle un effeuillage manuel. Donc là, c'est du boulot d'hiver, ça. Donc c'est ça, on fait ça l'hiver en équipe et puis on Ok, effeuille. très sympa. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a bien compris ce matin que les plantes, elles avaient des bonnes vertus, mais il fallait que ce soit bien préparé. Donc on peut vous retrouver, on a dit, dans tous les magasins bio, les machins, les trucs comme ça, quoi. C'est ça. Bon, bah ça roule. Et bah écoutez, on va se retrouver très bientôt. Et merci Sophie, on a passé une super matinée. Ça sent super bon. Merci. À bientôt. La sauge, les enfants, la sauge. La sauge, bah oui, ne pas oublier la sauge. On vous sent bien là-bas au milieu des plantes, Billy. On vous retrouve jeudi. Allez, on va tout de suite rejoindre Marjorie Grégoire, qui est notre porteuse de projet Kengo de cette semaine. Je le rappelle, hein, c'est la plateforme de financement participatif bretonne. Votre projet, Marjorie, bonjour, s'appelle Petit Jouet. Joli. Alors, il est né d'une constatation, 40 millions de jouets sont jetés chaque année en France. C'est un constat un peu terrible quand même. Oui, tout à fait. Donc, Petit Jouet, en effet, c'est un projet qui a été imaginé par Martin Ponsard et moi et qui est aujourd'hui donc porté par l'association Don Bosco. Et il est né donc de différents constats de par nos expériences professionnelles et bénévoles au sein de recycleries et d'associations, puisqu'on voyait eh bien, cette montagne de jeux et jouets qui étaient donc apportés par les gens et la difficulté de ces structures à trier, revaloriser ces jouets pour ensuite les
les redonner. Parallèlement, on a pu rencontrer des professionnels de l'enfance qui, elles, nous expliquaient la difficulté d'acheter des jouets dans le marché classique, donc de réapprovisionner leur matériel ludopédagogique. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être une solution à apporter. Il y avait quelque chose à faire. Tout à fait. Alors je précise pour nos téléspectateurs qui voient Kim Attimon, qui est interprète en langue des signes. Et en face, nous avons donc Samuel Genin et Clémence Collin qui nous ont rejoints du groupe Albaricat. Donc Clémence qui a la traduction grâce à l'interprète Kim Attimon. Et on vous retrouvera dans quelques instants. Voilà, je faisais une petite parenthèse. Votre solution à vous, Marjorie, c'est donc la valorisation de ces jouets oubliés ou jetés. Vous avez organisé une première collecte en septembre dernier. Alors, que vont devenir ces jouets ? Alors, nous organisons plusieurs collectes avec une diversité d'acteurs sur le territoire. Et à Tijouet, on a 2 préoccupations. La première, c'est l'action écologique. Donc, c'est l'activité de revalorisation des jeux et jouets. Donc, on intervient en organisant des collectes avec des entreprises, des crèches, des associations dans la région Bretagne. Ensuite, on va donc trier, recomposer les jouets pour avoir des jouets complets, les nettoyer avec des produits écologiques et puis les revendre à prix solidaire ou les donner à des associations, en priorité à des professionnels de l'enfance pour répondre à ces besoins. Ouais, donc votre projet comporte vraiment une dimension sociale, ça c'est essentiel pour vous. Voilà, c'est le deuxième enjeu de Tijouet, donc qui est humain, puisque l'ensemble de la chaîne de valorisation est porté par des salariés en insertion. Donc c'est le chantier d'insertion de Tijouet. Donc là, nous accompagnons des personnes qui cumulent des difficultés sociales et professionnelles qui sont donc des freins à l'emploi dit classique. Donc nous essayons de les accompagner, d'apporter des solutions à ces problématiques, de leur redonner confiance, de leur donner un pouvoir d'agir, de construire un projet de vie dans un objectif d'accès à l'emploi durable. D'accord. Alors, ce projet, ce chantier d'insertion de 10 salariés, vous l'avez déjà. Donc, le chantier démarrera en début d'année 2019. Voilà. Donc, c'est déjà... Et les campagnes de collecte sont déjà mises en place avec un certain nombre de structures sur le territoire. Donc, il est situé à Landerneau. Maintenant, il reste à l'équiper. Ce chantier, c'est pour cela que vous faites appel justement au financement participatif. De quoi avez-vous besoin exactement ? Alors, le financement participatif, les dons vont nous permettre d'aménager en mobilier le local de valorisation. Donc, c'est-à-dire acheter tout le matériel afin qu'on puisse exercer donc, l'activité de recyclage de jeux et jouets. Donc, ce sont des établis, des chaises, des machines à laver, des lave-vaisselle, par exemple. Tout ce qu'il faut pour valoriser tous ces jouets. Tout à fait. Pourquoi passer par le financement participatif pour mener à bien ce projet ? Expliquez-nous. Alors nous, le financement participatif, il nous permet d'élargir et toucher les acteurs économiques et sociaux. Ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité et de faire entendre et reconnaître notre activité. Et pour nous, l'appel aux dons, c'est aussi une manière de faire porter par des citoyens un projet environnemental et créateur d'emplois. Très bien. Alors, combien de jouets avez-vous pour objectif de valoriser, de revaloriser même ? Alors, pour l'instant, les collectes ont commencé en septembre et nous avons collecté déjà plus de 500 kilos de jeux et jouets. Donc, ça va très vite. Et donc, en 2019, on espère collecter peut-être 20 000 kilos de jeux et jouets. Carrément. Ouais. Bon, écoutez, super. Vous prévoyez des nouvelles collectes ? Oui, alors actuellement, nous avons une collecte dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets au sein du Centre social de Landerneau. Nous avons également toutes les crèches de la SKIC Enjeux d'enfance qui organisent des collectes et l'entreprise Arkea, au sein du siège social, à destination des salariés en insertion. Des salariés du groupe Arkea, pardon. Du groupe Arkea, très bien. Merci beaucoup Marjorie. Merci. Et puis le message est passé. Si on souhaite aider Tijouet, vous téléspectateurs, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Kengo. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Marjorie. Place maintenant au duo René Albaricat qui allie chanson française et langue des signes, vous l'avez compris évidemment. Il écoute avec ses oreilles et parle avec sa guitare, elle écoute avec ses yeux et parle avec ses mains. Ils ne parlent pas la même langue mais ils racontent ensemble de jolies histoires dans une belle harmonie. Bienvenue à vous Samuel. Merci beaucoup. Chanteur, musicien, conteur. Bonjour Kim Attimon. Vous êtes interprète en langue des signes. Et puis bonjour Clémence Collin, comédienne. Et chansigneuse, c'est comme ça qu'on le dit, Clémence.
chansigneuse. Bonjour, oui, le chansigne, c'est ça exactement. C'est un très joli mot, c'est de la chanson pour tout le monde. C'est vrai que souvent on imagine que c'est lié à la voix, mais là c'est lié à mes mains. D'accord. Alors vous formez avec Samuel le duo Albaricat. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Alors. En fait, on s'est rencontrés en 2014. Rien à voir, en fait, on faisait des services civiques tous les deux dans une même ligue. Et on s'est rencontrés, on avait déjà ces expériences artistiques-là, moi de musique, de chansons, Clémence de chansigne. Et on a eu l'envie d'essayer de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. On a créé une première setlist, un premier concert dans un bistrot du centre-ville de Rennes. On a invité tous nos amis et ça a plu, ça nous a plu à nous aussi, donc on a voulu continuer. Et vous avez décidé donc de faire de créer tous les deux un premier spectacle, ça s'appelait Chansons pour les yeux et les oreilles, c'est un spectacle qui tourne toujours. On va découvrir, vous nous faites un beau cadeau ce matin puisqu'on découvre en avant-première, les images n'ont jamais été montrées. On va découvrir le clip de Ma Guitare, Django et moi, enfin un extrait de ce clip d'Albaricat réalisé par Mandori Productions. Moi, je ne sais pas danser, alors je joue. Incapable de bouger, pas doué du tout. Dès qu'il faut se déhancher, je bloque et je panique. Véritablement chabalet, gêné chronique. Mais toi la danse, tu ne peux pas t'en passer. Prête à valser 30 fois par mois. Un compromis nous avons trouvé. Ma guitare, Django et moi. Car mon swing est ton plus beau vêtement. C'est ma guitare qui te va le mieux. Je signe le mouvement de tes cheveux et d'un regard. Tu en redemandes, ma musique te va comme un gant. C'est mes accords qui te font tourner. Ma rythmique contrôle tes pieds. Et encore toute la nuit durant. Dans ce petit café-concert où j'ai fait mon trou, tenu par Monsieur Hubert, le vieux pianiste fou. J'ai une bière à vider et 3 heures à remplir. Dès que ma guitare est accordée, toute la nuit à tenir. C'est là où je t'ai rencontré, la foudre frappe parfois. On a trouvé comment t'approcher, ma guitare, Django et moi. Car mon swing est ton plus beau vêtement, c'est ma guitare qui te va le mieux. Je signe le mouvement de tes cheveux et d'un regard. Tu en redemandes, ma musique te va comme un gant. C'est mes accords qui te font tourner, ma rythmique contrôle tes pieds. Et encore toute la nuit durant. Allez. Très très joli clip. Alors sur le premier spectacle, il y avait beaucoup de chansons à vous, Samuel. Oui, des chansons en fait que vous aviez écrites. Ouais, que j'avais écrites en fait avant de rencontrer Clémence, avant de commencer Albaricat. Et effectivement, Clémence, je pouvais te proposer des chansons. Après, elle aimait pas. Ou alors. Après, oui, ça dépendait du texte en fait. Si je sentais qu'il y avait des éléments visuels dedans et que ça pouvait être adapté à la langue des signes, voilà, on pouvait la traduire. Mais parce que c'est vrai que Sam adore les jeux de mots, c'est sa passion, il adore ça. Sauf qu'en langue des signes, ça ne rend rien. Donc c'était pas possible de travailler sur ces chansons-là. Donc on avait des discussions entre nous sur ces textes. Et c'est vrai que petit à petit, on a trouvé une méthode de travail. Il y a eu une évolution dans cette méthode de travail et maintenant, on écrit vraiment à 4 mains. Vous écrivez à 4 mains et vous choisissez du coup des choses plus visuelles, entre guillemets, dans les textes. Complètement, moi je sens que mon écriture est vachement plus visuelle aujourd'hui qu'au début d'Albaricat. Et maintenant on écrit beaucoup plus ensemble. On choisit ensemble le thème des chansons, l'angle des mots ensemble. Et si c'est moi au final qui les met en guitare et qui les met en rime, on l'écrit vraiment ensemble, quoi. Alors vous avez 4 ans après votre premier spectacle créé un deuxième spectacle. Il s'appelle Ulysse, maudit sois-tu. C'est quand même un sacré défi de raconter l'Odyssée d'Ulysse en 1 heure à 2 et en chanson. Comment vous avez travaillé sur ce nouveau spectacle? Je crois que tout est clair, vous êtes très fort.
Alors au départ, c'est vrai qu'on avait tous les deux envie de raconter une grande histoire. Et puis, on a réfléchi sur quelle pourrait être cette histoire. Et on s'est dit, pourquoi pas Ulysse ? C'est vrai que c'est une histoire que tout le monde connaît, mais on ne la connaît pas précisément, pas très profondément. On se rappelle qu'il y a le Cyclope qui est là, ou des sirènes. Mais pas beaucoup plus que ça. Et nous, ça nous intéressait d'aller explorer un petit peu tout ça, de raconter une histoire avec un début et une fin sur un concert, et non pas, on va dire, plusieurs petites chansons individuelles comme sur le concert d'avant. Et il y avait beaucoup de thèmes qui nous tenaient à cœur dans cette histoire d'Ulysse, entre autres la place des femmes, où il y a beaucoup de femmes au rôle, on va dire, potentiellement intéressant dans l'Odyssée, qui peuvent vite être reléguées un peu, soit au rôle d'amante, soit au rôle de... Bon, c'est tout. Alors que du coup, nous, ça nous intéressait de voir qu'est-ce qu'on pourrait raconter avec tout ça, et comment est-ce qu'on peut en faire autre chose, quoi. Alors, vous avez une approche très intéressante, Clément, c'est-à-dire que pour vous, on ne doit pas adapter ce spectacle, on doit le créer de manière, dès l'origine, c'est une création bilingue, et ça change tout. Bah oui, c'est vrai que ça change tout parce que voilà, moi, le chanting, c'est mon métier, je ne suis pas interprète, je ne suis pas là pour rendre accessible des contenus pour les sourds. C'est vrai que la langue des signes, c'est ma langue, c'est ma façon de chanter. Voilà, il y a des gens qui chantent en espagnol, en anglais, voilà, dans toutes les langues, et ben moi, je chante en langue des signes. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que je peux travailler on peut travailler avec ces deux langues. Voilà, Sam chante avec sa voix et moi, je chante avec mes mains. Et on peut le faire en même temps, en fait. Et c'est ça l'avantage avec la langue des signes. Beaucoup plus simple que si on chantait tous les deux dans des langues orales en même temps, où là, on ne comprendrait rien. Eh bien, justement, on a vraiment la grande chance que vous nous fassiez découvrir la chanson du Cyclope. Je vous propose de vous installer. Un extrait de votre nouveau spectacle Ulysse maudit sois-tu, un spectacle, d'ailleurs j'en profite pour le dire pendant que vous vous installez, qui sera présenté à Passé en Ille-et-Vilaine dans le cadre de spectacles en maison le 24 novembre et puis le samedi 22 décembre à 14h au bistrot de la Cité à Rennes. On vous écoute tous les deux le duo Albariquette avec la chanson du Cyclope. La guerre de Troie est terminée. Ulysse et ses marins rentrent à Ithaque. Et ils s'arrêtent pour se ravitailler et se reposer sur une petite île qui n'est pas déserte. Elle est habitée par un cyclope. Je faisais paître mes troupeaux quand je les ai vus accoster. Une dizaine de bateaux sur ma plage ont débarqué. Et dans ma grotte, ils se pressent. Voulaient-ils l'hospitalité ? Je connais la politesse, je vais les garder pour dîner. Car je n'ai peut-être qu'un œil, mais croyez-moi, je les ai vus. C'est rare que les courses se fassent toutes seules. Ce soir, il y a de l'humain au menu. J'écrase leur crâne contre un gros rocher. Je croque leur corps sous mes dents carrées. Un humain dans chaque main. Je me fais mon casse-dalle et un grand verre de lait de brebis pour faire passer les sandales. Je suis un cyclope vorace, mon père me le disait souvent. Plus besoin d'aller à la chasse, le soir mon repas m'attend. Une lourde pierre devant l'entrée bloque la sortie de ma maison. Je scelle ainsi mon garde-manger quand je m'occupe de mes moutons. Leurs cris d'effroi me ravissent. Quand ils se débattent, ça m'allèche. Car je l'avoue, oui, c'est mon vice. J'aime ma viande quand elle est fraîche. J'écrase leur crâne contre un gros rocher. Je croque leur corps sous mes dents carrées. Un humain dans chaque main. Je me fais mon pique-nique et un grand verre de lait de brebis pour faire passer la tunique. Je dévorais ses compagnons quand m'a approché un humain. Feriez-vous preuve de compassion en échange de ce bon vin? J'observais l'outre avec envie et le breuvage sentait bon. Ça me changera du lait de brebis. J'accepte l'offre. Quel est ton nom ?
« Je m'appelle personne », il répondit. « Personne ? Pour te remercier, en grand prince que je suis, je te mangerai en dernier. » J'écrase leur crâne contre un gros rocher, je croque leur corps sous mes dents carrées. Un humain dans chaque main, c'est le principal. Et un grand verre de vin, c'est personne qui régale. Et un grand verre de vin, c'est personne qui régale. Et un grand verre de vin, c'est personne qui régale. Merci beaucoup à tous les deux, le duo Albariquette qui sera donc en concert à passer dans le cadre de Spectacle en Maison le 24 novembre et puis à Rennes au bistrot de la Cité à 14h le samedi 22 décembre. Merci, quel talent. Merci beaucoup. Bravo à vous. Je rappelle, puisque c'est bientôt la fin de cette émission, que le docteur David Valleyer, enfin le neurobiologiste David Valleyer sera en conférence jeudi 22 novembre à 20h à la médiathèque de Béton sur la thématique « Une plongée dans le cerveau pour mieux comprendre nos choix et habitudes alimentaires ». Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain mercredi, vous retrouverez le best-of de votre matinale. Et puis on se retrouvera jeudi en direct avec Boris Charmatz, chorégraphe et directeur du musée de la danse à Rennes. Et puis nous évoquerons la sexualité des seniors avec Marie Fèvre, auteur du livre Amour de vieillesse. Voilà, belle journée à tous. Kenavo.